Bah voilà, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus le choix. C'est enregistré. Ok. All right. On Super. commence avec qui, du coup? On va commencer avec moi, parce que peut-être il y a des cours dans une demi-heure, donc si jamais je dois donner un coup de main au cours, ok. C'est parti. Oui, je serai là pour toi, mon bébé. Je serai là pour toi. Alors, Ok. Du coup, Alex, comment tu veux qu'on procède? Est-ce que tu as déjà des questions ou est-ce que tu veux qu'on passe tout en revue et puis après, tu me les poses au fur et à mesure? je te les poserai au fur et à mesure, parce que j'ai plein de questions, peut-être bêtes, mais je crois que j'ai un peu... Mais voilà, je te suis plutôt, parce que j'ai peut-être des choses que je n'ai pas forcément bien Ça compris ou marche. assimilées, mais je préfère t'écouter au fur et à mesure. Allez, donc là, on a fait le profilage sur vélo, on était à Triboc, on est parti à 100 watts, on a fait des paliers de 25 watts, 4 minutes de travail, 1 minute de repos, des valeurs max qui sont ressorties en VO2, 57 millilitres par kilo par minute, 5,1 litres par minute. Donc le 5,1 litres par minute, la valeur absolue que tu peux. Si quelqu'un perd 10 kilos, bah, ça va avoir une grosse influence sur la VO2 max relative, donc les millilitres par kilo par minute. Et donc, tu peux comparer la VO2 max absolue également s'il y a un gros changement de masse corporelle. Euh, C'est Dis-moi. Par exemple, moi, ces derniers temps, j'ai à peu près perdu une dizaine de kilos depuis le mois de janvier. Ça aurait pu avoir un rapport avec ça? Bah, alors, ça n'a pas nécessairement un rapport avec ça, mais si on avait fait le test il y a 4 mois en arrière et qu'on l'avait refait maintenant, tu aurais certainement vu une VO2 max relative plus basse du fait que tu avais D'accord, plus de kilos sur toi. Donc, d'accord. voilà, c'est juste deux manières, si tu veux, de regarder Ok, la VO2. OK. ok. FC Max 174, dernier palier terminé 325. Donc, ce qui ressort ici au niveau des seuils, donc le rapport est en anglais pour ceux qui nous regardent ici. Merci d'ailleurs, Alex, de m'avoir poussé à le traduire. Je suis content de l'avoir fait. Donc là, on a un premier seuil à 200 watts qui nous met à 55% de ta VO2 max. Un deuxième seuil à 250 watts qui est à peu près à 75% de ta VO2 max et une VO2 max, comme on l'a vu, à 5,1 litres par minute ou 57 millilitres par kilo par minute. En termes de priorité, ce que moi j'ai mis, c'est une priorité sur le premier seuil, donc travailler la basse intensité comme tout le monde en a besoin, et sur ta VO2 max pour des raisons qu'on a énoncées ensemble déjà et que je répéterai en fin de test. Au niveau des différents systèmes physiologiques qu'on a pu observer et analyser, à mon avis, c'est la fonction respiratoire qui demande à être travaillée le plus. Au niveau des autres, tu as un très, très bon développement général. Donc, on peut avoir un profil très bien équilibré au niveau général, mais après avoir un focus sur différentes composantes de notre physiologie, comme par exemple avec ces orientations au niveau des différents seuils. Donc là, on a ces deux côtés-là. Au niveau, et tu m'arrêtes, Alex, quand tu as des questions, oui, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, Ouais. au niveau capacité, on a vu que tu as une très, très bonne capacité respiratoire, autant au niveau volume qu'au niveau puissance. Donc, rien à signaler de ce côté-là. Une chose qui ressort au niveau coordination, c'est donc un potentiel d'utilisation de ton volume qui est certainement un peu plus conséquent. Donc, si on prend ton 5 litres 2 en expiration ici et qu'on prend 80 ou 85%, on arrive aux alentours des 4 litres 2. Donc, c'est ce que j'aimerais te voir bouger par respiration pendant un effort dynamique. Et là, tu vois D'accord. qu'on a presque 1 litre qui est, entre guillemets, pas utilisé. Et donc, ce qu'on voudrait voir, en gros, c'est une fréquence qui est plus basse et un volume courant qui est plus haut sur toute la longueur du test. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux facilement intégrer et travailler pour commencer à basse intensité, où tu vas, en gros, réduire ta fréquence, augmenter le volume par respiration. Et donc, on a plusieurs aspects positifs à ça. Un, tu réduis l'espace mort, qui est le volume d'air qui ne touche jamais les alvéoles. Donc, tu as à peu près 150 à 200 millilitres par respiration qui ne va pas toucher en fait les poumons, si tu veux, ça va rester dans les conduites. Et donc, Ok. bah, tu multiplies ce petit espace par le nombre de respirations que tu prends par minute. Et donc, si tu arrives à, par exemple, couper en deux le nombre de respirations par minute, eh ben, tu vas couper en deux cet espace mort en termes de volume. Tu vas aussi avoir un meilleur échange gazeux du fait que si l'air il va bien tout au fond des poumons, si tu remplis bien tes poumons jusqu'en bas en utilisant ton diaphragme pour l'inspiration, on va avoir juste plus de surface d'échange, si tu veux, pour l'oxygène et le CO2. Et en plus de ça, Ouais. en respirant plus lentement, on va avoir une rétention de CO2 un petit peu plus importante et donc une meilleure extraction de l'oxygène au niveau musculaire. Ça, on peut l'observer au niveau de la fraction de l'oxygène expiré. En gros, quand il y a plus de CO2 dans ton système,
eh ben, l'oxygène qui est attaché à l'hémoglobine, donc si tu imagines l'hémoglobine comme étant un petit taxi ou un bus qui Ouais, transporte l'oxygène depuis les poumons jusqu'à tes muscles, eh ben, le CO2 fait en sorte que, en gros, les portes du taxi, elles sont pas verrouillées, fermées à clé, elles s'ouvrent assez facilement et l'oxygène peut facilement se transférer depuis ton sang jusqu'à ton muscle. Ok, donc, d'accord. de manière générale, c'est un des avantages d'avoir une tolérance au CO2 un petit peu plus élevée et pouvoir garder un peu plus de CO2. Donc, ton envie de respirer quand tu fais un effort physique, elle ne vient pas du manque d'oxygène, elle vient de l'accumulation du CO2. Okay, et donc, si tu arrives à, entre guillemets, résister ou t'habituer un petit peu à ce besoin de respirer Ouais, beaucoup, eh ben, tu vas, encore une fois, garder un peu plus de CO2 dans ton système et donc avoir ces bénéfices au niveau du transfert de l'oxygène. ok, ok. On est bon là-dessus? Ouais, ouais, parfait. Du coup, peut-être favoriser le nose breathing en cardio, en zone 2. Alors, tu peux le faire par le nez ou tu peux le faire par la bouche. L'important, c'est que tu respires avec des fréquences qui soient basses et avec des volumes qui soient conséquents. Donc, si tu arrives à bien coordonner ta respiration et à respirer bien profondément en respirant par le nez, il n'y a aucun souci, mais tu ne dois pas nécessairement le faire par le nez. D'accord. Une des choses que les gens énoncent quand ils parlent de respiration nasale, c'est la génération d'oxyde nitrique qui va Oui, potentiellement avoir un impact positif au niveau de la vasodilatation. Okay, donc, oui, en gros, ouvrir les vaisseaux pour que les conduites soient plus larges et pour faire passer plus de sang, ce qui est un des bénéfices de la basse intensité. Il s'avère qu'au final, oui, l'oxyde nitrique, il nous aide avec la vasodilatation au niveau de la circulation, mais l'oxyde nitrique qui est relâché quand on respire par le nez, ce n'est pas le même. Ce n'est pas l'oxyde nitrique qu'on va retrouver dans notre circulation et donc ça n'a pas d'effet direct en fait. Donc oui, c'est d'accord. la même molécule ou c'est la même famille de molécules, mais ce n'est pas exactement le procédé qu'on croyait être juste en termes de tu respires par le nez, donc tu as plus d'oxyde nitrique, donc tu as une meilleure vasodilatation. Il n'y a pas de lien causal en fait entre ces choses-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas respirer par le nez. C'est, à mon avis, une des seules situations où tu vas vouloir respirer par le nez pendant un effort physique, c'est à basse intensité. Parce qu'à haute intensité, ça n'a plus vraiment de sens de respirer au travers d'une paille, parce que ce Ouais, qui, ce qui est le cas avec la conduite nasale par rapport à la conduite buccale. Donc voilà, ouais. nose breathing à basse intensité, tant que tu arrives à bien coordonner et utiliser des volumes conséquents, sans problème, absolument. Mais tu peux aussi respirer par la bouche, il n'y a pas nécessairement d'impact négatif de ce côté-là. Et sur temps d'inspiration, d'expiration, 4-5 secondes, Voilà, si jamais je dois compter. si tu comptes que, disons par exemple que tu vas respirer 15 respirations par minute à basse intensité, ce qui devrait être largement faisable, eh ben, tu vas être sur du 4 secondes. Je crois que tu avais une question ou tu me posais une Ouais, question. j'avais posé la question par rapport, t'expliquer qu'il fallait que je coordonne mieux ma respiration, Mhm. d'inspirer et d'expirer profondément. Et la question que je posais, c'était sur, comme j'aime bien compter, savoir sur combien de temps, Ouais, 4-5 secondes, je pouvais juste. faire mon inspiration ou mon expiration. Voilà, écoute, si tu respires 15 respirations minutes, ce qui serait commun, je dirais, à basse intensité, en tout cas en dessous de 20, si tu es vraiment facile en zone 2. Donc là, tu comptes 4 secondes par cycle respiratoire. Donc 2 en Ouais, inspiration, 1 en expiration, 2 en expiration, 2 en inspiration, 2 en expiration. Donc tu peux y aller en 2-2. Au niveau des secondes, après, tu peux le faire sur ta cadence, par exemple. Donc si tu es en rameur et que tu fais du 20 coups minutes, eh ben, tu vas essayer de caler ta respiration là-dessus. Donc, sur les tirages, ouais. sur Ok, les tirages, si tu es en vélo, tu peux découpler. Ou alors, tu peux te dire, si je suis à 80 tours minute sur le vélo, eh ben, je vais respirer en 4-4. Donc, 4 coups de pédale sur l'inspiration, 4 coups de pédale sur l'expiration. Donc, tu peux le travailler de différentes manières. Mais en 4-4, je pense que c'est pas mal comme point de repère. Pas en 4-4 secondes, hein, on est d'accord. Là, on est ouais, en coup de pédale. Le 4-4, c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi à la zone 2 en course à pied. Donc, te dire qu'en général, les gens, ils courent à peu près 180 pas par minute. Et donc, si tu te dis que tu es t'es aux alentours de 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, eh ben, tu n'es pas loin tu as une fréquence qui va être assez basse et en gros, ça va te forcer à rester assez bas en termes de vitesse, ce que les gens ok, ont de la peine à faire en zone 2 en course à pied. ok. Ça joue là-dessus? Ouais, on est bon. Super. Cardiaque, rien à déclarer. On est très, très bien avec des valeurs au repos à 40, une belle amplitude cardiaque en dessus de 100, de belles récup aussi au niveau cardiaque en dessus entre 25 et 30. Donc là, c'est nickel. Au niveau métabolique, on a un joli plateau au niveau de ta lactatémie. Donc ça
Ça met en valeur le bon boulot que tu as fait en termes de basse intensité ces derniers temps. Je sais que tu en as fait pas mal. Hein. Ouais, j'en ai mangé. Ça fait 2 ans que j'en mange, j'en avais jamais fait. Voilà. Et j'avais tendance, tu l'avais dit, hein, en exemple, de faire les quelques watts au-dessus plutôt que de les faire en dessous. Ouais. Et je me suis fait déjà reprendre de voler 2-3 fois, mais maintenant je comprends l'importance de. Je comprends l'importance. Je comprends l'importance. Maintenant, je fais l'effort. Ça fait C'est chier bien. d'être en zone bleue par rapport au. Mais c'est vrai que Par souvent, rapport au polar ou même, je suis Ouais. allé tester d'aller courir en zone 2. Ah, c'est chiant. Mais toi, aujourd'hui, je me sens bien parce qu'hier, j'ai fait mon heure de zone 2. J'ai testé un peu avec le pédalier. Là, j'ai vu une story de Claudia où elle fait avec les mains là, sur le Ouais. bike. Là. Ouais. Il y a une saucisse là. Je l'ai fait, mais toi, je me sens bien. Je sens qu'il y a toi, ça va. parce qu'Alex, il a du mal si c'est trop lent, trop bas. Ah ouais, putain, je m'ennuyais. Il Ah, fallait c'est pas qu'il y le ait un coup en seul. face C'est de pas le moi. seul. Fallait que je gueule sur quelqu'un. Fallait faire un truc. Quoi. Mais j'apprends. On apprend. C'est jamais trop tard. C'est un bon moment pour écouter un podcast. J'en ai 2-3 si tu veux. Ok, donc on est bien au niveau métabolique. Lactate max à la fin, 11,1. Donc, je pense que ouais, on a légèrement recalibré ta zone 2 hein, au Ouais. niveau intensité. Donc, n'aie pas peur d'être entre 150 et 175. Ça voudra dire que tu peux faire plus longtemps si tu veux, que tu auras moins d'impact au niveau de la fatigue et que les adaptations seront tout aussi bien, voire meilleures. Là, je me mets hier, j'ai fait 100, enfin, à chaque fois, je fais 170. Ouais, parfait. Je me cale au tableau. Je ne suis pas trop proche de la zone 3, enfin, voilà, je suis bien entre les deux. Ouais, 70. c'est vraiment un bon truc à relever, c'est que tu n'as pas besoin d'être proche du premier seuil pour le faire avancer. Ok. C'est pas quelque chose que tu dois tanner comme le deuxième seuil où là, si tu veux le faire monter, ben, tu dois être vraiment pile poil dessus ou un tout petit peu en dessous. Tu peux être très conservateur avec ta zone 2 et tu vas quand même faire avancer les choses parce que c'est vraiment l'état interne et les adaptations métaboliques qu'on recherche, pas nécessairement d'être juste au premier seuil. D'accord. Intensité d'entraînement, donc on a vu tes différentes zones au niveau watts et au niveau BPM sur le vélo. Et donc, au niveau orientation d'entraînement, je t'ai mis de la basse intensité comme on en a discuté déjà. Parler d'optimisation au niveau coordination respiratoire, ça on en a parlé tout à l'heure. Et ce que je t'ai proposé comme progression, c'est des qualités que toi tu as déjà, okay, des choses que tu as bien développées dans le passé, mais d'après ce que tu me disais, ce n'est pas le genre de travail que tu fais beaucoup ces derniers temps. Donc, à mon Non. avis, c'est toujours intéressant de revisiter certaines méthodes d'entraînement ou certains types d'entraînement qu'on n'a pas vu depuis un long moment parce que le meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as jamais eu ou que tu n'as pas eu depuis un moment. Donc voilà, ça va certainement avoir un bon impact positif sur tes performances de manière générale. Cycle à la suite duquel, je pense que ce serait bien de repasser sur un cycle type tempo, seuil. Donc repasser en dessous, enfin entre les deux seuils si tu veux bien, pour commencer à faire remonter ce deuxième seuil en dessus des 250 qu'on a pu trouver pendant le test. Mais voilà, dans un premier temps, focus sur du sprint avec des efforts qui sont courts, avec pas mal de repos. Okay, donc, tu vois, sur la gauche ici, je te les coupe là de la zone 2. Tu n'as pas besoin de le coupler, mais c'est une option pour gagner un petit peu de temps. Faire une petite séance de zone 2 et faire des efforts max à la fin. Ici, je t'ai mis un exemple de progression, mais en gros, tant que ça tombe entre 10 et 30 secondes d'effort, que tu accumules entre 1 minute et 1 minute 30 de travail total dans la séance et que tu te donnes largement le temps de récupérer entre les efforts, ça va le faire. Okay. Alors, ce que je me suis, du coup, à la suite au séminaire, j'ai testé des trucs et je les ai aussi testés sur Hello. Non, mais après, donc c'est juste par rapport au watts qu'il faut que je me règle un petit peu. Ouais. Du coup, je me suis fait un peu de zone 2 pendant 10 minutes. Après, je me suis fait du tempo d'abord, ensuite, pendant 5 minutes pour essayer de continuer à chauffer. Et après, pendant 20 minutes, je faisais 10 à 15 secondes de sprint. Donc, du coup, je me suis mis à 600 watts pendant 10 à 15 secondes. C'était un peu élevé. Et après, je baissais l'intensité et je pédalais vraiment cool à une centaine de watts et je fais ça pendant 20 minutes. Donc, ça fait peut-être un peu beaucoup. Moi, je suis un peu un fanat de volume, mais du coup, c'est peut-être un peu beaucoup. Et après, je redescends en zone 2 pendant 10 minutes. Ouais. Et après, j'ai expérimenté forcément, comme tu as dit, après chaque entraînement, je me mets à 150 watts et je pédale. Ouais. Tranquillement. Voilà, je me suis mis à tester ce genre de truc. Après, peut-être que les temps de repos sont peut-être un peu courts par rapport au sprint. 15 secondes, 45.
Alors, ce que je te dirais, c'est que si tu étais à 600 watts, tu es à peu près à 50% de là où je veux te voir en termes de watts. Ah, il faut que je fasse plus alors. Alors là, quand on parle des sprints que je te donne là, c'est des efforts supramaximaux. Donc, c'est vraiment pied au plancher. En gros, tu vas calibrer ton facteur de résistance par rapport à ce qui te permet d'atteindre entre 120 et 130 RPM quand tu es à puissance max. Okay, Ouais. donc, il va falloir tester un petit peu. Pour un gars comme toi, je pense que tu peux facilement te mettre à 130, 140, 150 de facteur de résistance sur le vélo. Okay, donc, tu vas dans le moniteur, tu vas dans plus d'options, afficher le facteur de résistance et tu règles la réglette sur le vélo, la résistance, et tu montes environ entre 130 et 150 et tu verras ce que ça donne au niveau résistance sous le pied. Et ensuite, ben, tu fais un départ arrêté et tu mets pied au plancher pendant le temps imparti. Et le but, c'est de ne pas lâcher, quoi. Et autant ben, tu vas voir une puissance maximale qui va être atteinte en général dans les 7 à 13 secondes. Autant sur les efforts un peu plus longs, 20 et 30 secondes, ben, sur la deuxième partie, ça va commencer à piquer un peu. Mais le but, c'est de rien lâcher et de tenir, tenir, tenir. Okay, donc là, on est Ok. vraiment sur du supra-maximal. Il n'y a pas de calibrage au niveau des watts. Ton but, c'est d'exprimer le maximum de watts possible sur la machine. D'accord. Ok. Donc, ok. Là, je vois. Donc là, je vais tester à partir de la semaine prochaine. Du coup, 20 secondes d'effort, 3 minutes de récup. Ok. Et Ok. donc, tu peux, si tu veux, faire un suivi des watts max que tu arrives à faire sur les différents segments. Tu peux aussi organiser tes intervalles pour faire en sorte que tu puisses avoir un relevé des watts moyens sur chaque départ arrêté après. J'ai une petite vidéo sur ma chaîne, je te l'enverrai par WhatsApp après. En gros, tu règles simplement le moniteur sur le temps de travail et ensuite avec un repos libre derrière, ce qui fait que quand tu recommences l'intervalle d'après, tu as toujours un départ arrêté. Ce qui te permet de D'accord. comparer d'un intervalle à l'autre, parce que sinon, tu sais comment c'est, si l'intervalle repart, eh ben, si tu commences même une demi-seconde avant, tu as un avantage. Si tu commences une Ouais. demi-seconde trop tard, ça va fausser Ouais. tes résultats. Donc, Ouais. tu peux le faire pour avoir un suivi assez précis des watts moyens. Et après, pour les watts max, il faut simplement regarder l'écran et t'en souvenir et le noter. Donc, ça, Ok. c'est pour les sprints. Et après, ben, VO2 max, encore une fois, ce n'est pas le genre de travail que tu fais beaucoup. Donc, on va le revisiter un petit peu. Au départ, avec des 30-15, donc c'est des intervalles assez classiques que tu retrouves en cyclisme, avec 30 secondes d'effort. Ici, à 300 watts, on est à peu près à 120% de ton deuxième seuil, d'accord? Et une récup active pendant 15 secondes à peu près 50% des watts de travail. Et là, tu vas faire en gros une série de 10 intervalles de 30-15 et tu vas Ouais. répéter ça 2 fois. Ça, c'est ta première D'accord. séance. On va progresser jusqu'à, comme tu le vois en semaine 4, 3 fois 14 Ouais. répétitions. Ouais. Et ensuite, on passe sur des blocs de VO2 en continu. Donc là, tu es sur du 3-3 et ensuite du 4-4 avec des RPE qui sont élevés. Okay, donc, c'est des efforts qui sont quasi maximaux sur ces temps d'effort. Et ensuite, on peut effectuer le retest à la 8e, 9e ou 10e semaine Donc, sur le, vas-y, je t'écoute. sur des temps de référence que toi, tu aurais déjà. Si tu n'en as pas, moi, j'aime bien utiliser le 3 et le 12 minutes parce que comme on l'a vu pendant le séminaire, ça nous permet de calculer une puissance critique, d'évaluer un W' aussi et d'avoir un suivi assez précis sur les performances. Mais après, si tu veux juste le faire sur un test X, Y ou Z, là, il y a Léa, une athlète que je suis en CrossFit, qui avait fait le profilage il y a 2 mois, qui a refait ses tests. Elle a refait le 3 minutes, elle a refait le 12 minutes et elle a refait aussi le test intermittent qu'on a fait pendant le profilage. En gros, elle a juste repris les mêmes watts, les mêmes temps de travail, les mêmes temps de repos. Enfin, tu sais ce qu'on a fait et c'est facile de le remettre en place sur la machine. Prendre ta fréquence cardiaque et ensuite, on peut comparer en gros les différences au niveau cardiaque sur les différentes intensités de travail. Ok. Pour le travail de VO2, est-ce qu'il faut que je sois un peu plus précis en termes de watts par rapport à la zone 2? Tu m'as dit que la zone 2, ça pouvait être un peu Ouais. dans la fourchette. Par contre, est-ce qu'en VO2, par exemple, je suis à 260, 375, on peut dire qu'à 300 watts, je suis en RPE 9, à 350, je suis en RPE 10. Est-ce qu'il faut toujours que je m'attelle bien à ça Ouais, alors ta zone de VO2 max, elle est large simplement parce que, comme on l'a vu pendant le séminaire encore une fois, eh ben, c'est ton domaine sévère. Donc, c'est là où tu vas exprimer ta VO2 max, mais ça, tu vas le faire sur un effort de 20 minutes, tout comme sur un effort de 3 minutes.
Donc, tu as un panel assez large d'intensités qui vont t'amener à VO2 max. Après, c'est juste une histoire de temps. Et donc, les pourcentages que tu vas utiliser par rapport à ton seuil, tes pourcentages sur un 30-15, comme je t'ai dit, à peu près 120%. Donc, c'est des pourcentages qui sont assez hauts. D'accord? Ouais. Alors que sur un 4 minutes en continu, eh ben, tu vas certainement pas être à 120%. Tu vas être plutôt aux alentours des 105, 110%. OK? Parce que justement, tu n'auras pas besoin d'aller aussi loin parce que le temps, il est beaucoup plus long. Et donc, tu vas de toute façon atteindre… Le but avec ces intervalles-là, c'est toujours d'être proche de ta VO2 max et d'y passer pas mal de temps. Donc, autant le 30-15, autant les blocs en continu sur la deuxième partie de la séquence. Le but, c'est de passer du temps proche de VO2 max. Un truc que tu peux rajouter, tu peux tester un petit peu. Autant sur les 30-15, à mon avis, ça s'y applique aussi. Autant, après, il ne faut juste pas se griller les jambes sur le 30-15. Autant sur les blocs en continu dans la deuxième partie, tu peux commencer avec ce qui s'appelle des hard start. Donc, en gros, tu vas faire 30 à 40 secondes sur ton 4 minutes, par exemple. 30 à 40 secondes à une allure qui est autour des peut-être 120, 130% de ton deuxième seuil, donc 300, 320 watts. Et ensuite, tu vas redescendre autour des 270, 280 pour le reste de ton intervalle, pour encore une fois accélérer, si tu veux, cette cinétique de départ au niveau de la VO2 et passer un petit peu plus de temps proche de ta VO2 max pendant cet intervalle. OK. Ça joue pour toi? Ouais, parfait, nickel, très clair. Voilà. Très clair. Puis sur ce type de travail, je pense qu'un test qui s'y prête pas mal, si tu l'as déjà fait récemment ou tu vas en faire un avant de commencer la progression, c'est encore une fois quelque chose dans la zone 5. Donc un test maximal sur 5 ou 6 minutes, comme tu avais fait pendant le séminaire, il me semble 6 minutes. 6 minutes, ouais. Voilà. Donc tu as un point de référence. Si tu sens que c'était un bon test maximal, eh ben, tu vas pouvoir réutiliser ce 6 minutes comme jauge en fait de tes progrès dans cette zone-là sur ce type d'effort. Donc ça, c'est quelque chose qui s'y prête assez bien. Et après, simplement voir sur tes premières séances de sprint supra-maximaux, combien de watts tu arrives à développer. Et ensuite, bien sûr, quand tu fais le retest ou quand tu regardes tes intervalles en semaine 8, idéalement, on voudrait voir un peu plus de watts sur ces efforts supra-maximaux que ce que tu as vu au début. Encore une fois, à mon avis, le truc à bien gérer, c'est simplement savoir à quel facteur de résistance tu te places. Parce que tu sais que suivant, si tu as plus ou moins de résistance sous le pied, ça peut avoir un gros impact sur la puissance qui est générée. Si c'est trop léger, tu vas tourner dans le vide. Si c'est trop lourd, tu ne vas pas pouvoir tourner assez vite. C'est pour ça que je te dis, il faut en gros trouver le facteur de résistance qui te permet d'exprimer une puissance max entre 120 et 130 tours par minute sur le vélo. OK. Je n'ai pas regardé les RPM quand j'étais à 600 watts, mais je crois que j'étais à 90 ou 95. Quoi. Ouais, donc tu peux tourner largement plus vite quand tu es sur des efforts vraiment à fond. Et la première séance, ça va être séance de calibrage et trouver un petit peu. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je te l'enverrai aussi. OK, parfait. Okay. On est bon sur tous ces détails? Ouais, parfait. Je me demandais, parce que du coup, là, après chaque entraînement, je me fais 10 minutes de zone 2 pour récupérer. Est-ce que ça peut se cumuler ou pas? Parce que par exemple, là, tu m'as mis training priorité, zone 2, une fois par semaine, 90 minutes plus. Ouais. Tu vois, donc, je me suis dit, est-ce qu'après, aujourd'hui, j'ai fait 2 fois 10 minutes déjà, je me suis entraîné 2 fois. Mercredi, pareil. Est-ce que ça peut se cumuler ou pas? Ou c'est important de faire quand même une grosse plage de 90 minutes? Je pense que pour quelqu'un comme toi qui a déjà pas mal de volume de zone 2 derrière toi, ça peut être intéressant de commencer à penser à une longue séance par semaine ou toutes les 2 semaines. Et honnêtement, idéalement, ça se ferait sur un vélo en extérieur, comme ça tu te fais moins chier. Donc, si tu as un vélo sous la main ou si tu peux t'en procurer un, je pense que profiter un petit peu des beaux jours et de se dire le week-end ou quand ça t'arrange de sortir faire 1h30, 2 heures sur le vélo à très, très basse intensité, tu mets ton cardio, tu gères bien, tu restes loin de ce premier seuil. Ça peut être super intéressant sur le long terme pour continuer ton développement parce qu'au final, au bout d'un moment, le volume de zone 2, il faut qu'il se traduise par des durées plus longues. Il faut prolonger ses efforts pour que les adaptations continuent à se faire. Et oui, rajouter plus de volume dans ta semaine de zone 2, ça va t'aider. Mais en gros, faire une sortie plus longue de temps en temps, ça va t'aider plus, si ça a du sens. OK. Je prends note. Voilà. Oui, j'ai mon vélo. Je prends mon vélo, j'y vais, bien sûr. OK. Voilà.
Super. Je me réjouis d'avoir ton retour sur tes longues sorties à vélo. Voir un petit peu. Non, mais je vais le faire. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Je vais le faire. Et je pense que si tu fais ça une fois par semaine et qu'après, déjà, vu que tu en as fait pas mal ces dernières années et que tu rajoutes 10, 15, 20 minutes après 2-3 fois par semaine après tes grosses séances, je pense que tu peux considérer que c'est solide, quoi. C'est bien. Et est-ce que je dois avoir un focus particulier, vu qu'on avait dit que j'avais des soucis de coordination de respiration? J'y pense pas forcément, mais est-ce que post-entraînement, avec mes 10 minutes de zone 2, je dois aussi faire un focus sur la respiration? Alors, je pense que post-haute intensité, ça va être un petit peu différent étant donné que tu sors d'un gros effort, donc tu as une dette quand même à repayer, donc ta respiration va être plus soutenue. Ça, c'est un truc avec lequel tu peux jouer et de toute façon, on en reparlera dans le cadre du programme d'entraînement respiratoire. Oui. Mais en gros, hyperventiler après tes efforts de haute intensité. Donc ça, c'est un truc que tu peux tester en fait entre tes sprints. Parce que quand tu vas faire tes sprints de 20 et 30 secondes, ben, tu vas vraiment être dans le dur à la fin et ta respiration, elle va vraiment, vraiment monter rapidement. Et donc, en gros, après que tu aies fini ton effort, ne pas essayer de ralentir ta respiration, mais en gros, continuer à essayer de ventiler un maximum d'air, donc avec des volumes qui sont toujours hauts. On ne veut jamais compromettre le volume respiratoire, mais en gardant une fréquence qui soit haute pendant 30 secondes, 40 secondes s'il le faut, et voir en fait combien de temps ça te prend pour te sentir prêt pour le prochain effort. Ok, ça, c'est un truc que tu peux faire assez facilement entre deux sprints, étant donné que tu as des temps de repos qui sont fixes. Et ben, le premier, tu te dis, je vais faire mon sprint à fond et ensuite, je vais respirer le plus lentement possible, ce que font d'habitude les gens. Et tu vas regarder ton chrono et tu vas voir, voilà, après 1 minute 10, là, je sens que ma respiration est revenue à la normale ou proche de la normale et je suis prêt pour mon prochain effort. Et sur le prochain intervalle, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que post-effort, tu vas hyperventiler, tu vas continuer à respirer très, très vite et très, très profondément pendant le temps qu'il faut pour revenir justement à baseline. Et si tu compares ces temps, en général, ce que tu vois, c'est que ça prend beaucoup moins de temps pour te sentir prêt si tu hyperventiles après un effort de haute intensité que si tu essaies de ralentir ta respiration. OK. Simplement du fait que pendant le sprint, c'est très simple, tu accumules du CO2. OK, et donc il faut s'en débarrasser, il faut rétablir l'homéostasie interne et la respiration étant un des biais par lesquels tu vas rétablir cet équilibre au niveau de l'acidité notamment. Donc, tu as beaucoup d'ions d'hydrogène qui sont produits sur des sprints supramaximaux et pour rétablir cet équilibre, ton corps, il va dans le sang. Tu as ce bicarbonate buffer system, je ne sais même pas comment il s'appelle en français, qui va en gros créer du CO2 pour se débarrasser de l'acidité et donc générer plus de CO2 et donc tu dois respirer plus pour t'en débarrasser. Voilà, en plus du CO2 qui est produit au travers de la respiration cellulaire et l'oxydation des sucres. Donc voilà, tu as tout avantage en gros à hyperventiler après un effort de haute intensité pour le plus rapidement possible revenir à zéro entre guillemets ou à baseline avec tes niveaux de CO2 et être prêt pour repartir pour le prochain effort. Donc, quelque chose à explorer entre des sprints à haute intensité ou même dans un cadre de WOD de CrossFit potentiellement. OK. Ouais, parce qu'on essaie à chaque fois de ralentir et de faire baisser le temps. Ouais. Essaye de faire l'inverse, tu verras, c'est assez flagrant et c'est assez intéressant comme ressenti. On va tester. Génial. Ça. On est tout bon, Alex, sur le tien? Ouais, maintenant on va regarder Elodie un peu. On va regarder Elodie un peu. Toi, tu as une note C, je te rappelle. Moi, j'ai 0 C. Okay. Si, coordination, t'es pourri aussi. Pas, oui aussi. Et j'ai pas de lettre C, tu vois. Ok, c'est bien, j'aime bien l'aspect compétitif. Par contre, je suis pas d'accord qu'on le verra à la fin, sa zone 2, elle fasse que 45 minutes. Je suis vraiment pas d'accord. Moi, ça me va. Hein. Elle a un cardio proche du néant. Okay, soi-disant, elle n'arrive pas à respirer. Elle voit un burpees, elle prend 20 BPM d'un coup. Alors, zut. Allez. C'est parti. Donc, hello, le même test avec des watts un peu différents. On est parti à 70 watts. On est arrivé à 170 watts. Et quand ça coupe le Zoom dans 5 minutes, je vous renvoie un lien et puis on remplit le direct. Comme ça, c'est fait. VO2 max à 37 millilitres par kilo par minute. Absolu à 2,4. Fréquence max à 155. Et ce qu'on voit, donc, premier seuil à 120 watts à 73%. De la VO2, seuil 2 à 140 watts à 81% et une VO2 max donc, où elle se trouve. Donc, du point de vue des seuils, avec ces pourcentages-là, à mon avis, gros besoin de focus sur la haute intensité. Okay, en gros, ton cardio par rapport à ta haute intensité, il est très, très bien. Désolé, Alex.
Et donc, tu as vraiment besoin de bosser le haut du tableau, pas pour les mêmes raisons qu'Alex, parce qu'Alex, c'est déjà un point fort, c'est simplement qu'il ne l'a pas vraiment exploité ces derniers temps. Donc, on va lui en remettre une couche. Pour toi, c'est vraiment ce dont tu as besoin. D'accord ? Et ensuite, au niveau physiologique, on voit fonction respiratoire et aspects métaboliques qui peuvent être développés. On reviendra sur les détails juste après. Donc là, capacité respiratoire, on est bien aussi largement au-dessus des normes. J'aime bien voir 110 et plus pour les athlètes. Donc là, on est largement dans le vert. Fonction respiratoire peut être travaillée. Ouais, tu as des B, c'est juste, tu n'as pas de C. Même si ton volume courant aurait pu être un C. Donc voilà, Alex, comme ça. Bam. Aurait pu. Donc voilà, tu peux aussi travailler, comme on l'a discuté avec Alex, ta coordination à basse intensité pour commencer et ensuite retranscrire ça sur les plus hautes intensités. Mais en gros, tu as de la place et il faut que tu l'utilises, pour toutes les mêmes raisons que j'ai mentionnées avant. Donc, moins de fréquence et plus de volume à tous les niveaux, ce qui fera descendre, encore une fois, ce chiffre en rose qui est la fraction d'oxygène qui est expirée. On inspire à peu près 21% et on en expire la grande majorité. On n'est pas très efficient comme organisme. Mais j'aimerais bien voir des chiffres plus proches de 15 plutôt que 16 ou 17. Donc là, encore une fois, c'est cette hypoventilation et cette rétention de CO2 qui va t'aider à extraire plus d'oxygène avec chaque respiration. OK ? Ce que j'ai essayé de faire hier, j'ai fait de la zone 2 et ouais. Donc pas pendant les 45 minutes, mais j'ai essayé de bien inspirer, bien souffler tout. Par contre, mon cœur, il augmente, quoi. Au début, c'est normal. Si tu n'as pas l'habitude, c'est normal que ça change un peu. C'est aussi le signal au niveau du CO2 qui te force à respirer. C'est quelque chose de très profond, si tu veux, au niveau du système nerveux. Et donc, c'est normal aussi que, simplement au niveau de la tête, ça ait un impact parce que tu sens que tu as envie, que tu as besoin de respirer et que tu te forces à ne pas le faire. Donc, au début, il y a cet effet qui peut y avoir un effet un peu de panique. C'est normal. Ça fait partie du truc. Ça marche. Au niveau cardiaque, on est bien. Rien à signaler, de très bonnes récup aussi de ce côté-là. Après, ce qu'on voit ici, donc des bonnes valeurs de lactatémie au repos, des valeurs qui sont assez basses quand même en fin de test. Donc ça, c'est un des trucs qu'on va travailler, même si la lactatémie qu'on mesure, c'est toujours le produit de fin entre ce qui a été produit et ce qui a été réutilisé. Donc, on ne peut pas nécessairement savoir combien tu en as produit, combien tu en as réutilisé. Mais pour une crossfiteuse, j'aimerais bien voir des valeurs un petit peu plus hautes quand même en fin de test qui signifieraient potentiellement ou théoriquement une capacité de production de puissance qui est plus importante. Donc, tu es très efficiente à basse intensité, mais je veux maintenant que ta haute intensité, ta capacité de produire de la puissance soit plus élevée. Ce qui se traduira certainement aussi par des valeurs d'oxymétrie qui descendront un petit peu plus en fin de test, que là, elles restent assez hautes, même jusqu'à la fin. OK. Donc là, on est bien. Les zones d'entraînement, donc en dessous de 120 watts pour ta zone 2 et en dessous de 140 watts pour ton deuxième seuil. Et ensuite, au niveau des recommandations, donc endurance fondamentale, ça ne change pas par rapport à ce que j'ai dit avant. Peut-être un petit peu moins qu'Alex, simplement parce que de manière relative par rapport au haut du tableau, tu as un bon développement de ce côté-là déjà. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur la haute intensité. Ici, je t'ai mis en gros les mêmes approches, sauf que t'as pas encore, là, on n'est même pas encore sur du travail de VO2. Là, on est vraiment sur du travail de puissance. Donc, tu as un sprint qui est plutôt puissance max, comme tu le vois ici, sur des 20 secondes, des 30 secondes, des 10 secondes, comme Alex là. Mais ta deuxième séance, c'est du sprint, c'est de la zone, si on veut appeler ça de la zone 6 plutôt que la zone 7. C'est-à-dire que ça reste de la très haute intensité, mais ce n'est pas du supra-maximal, dans le sens où je veux que tu répètes ces efforts. Donc là, tu as du 60 secondes qui est à 9 en RPE, donc ça va être très, très intense, ça va être très, très dur. Mais je veux que tu tiennes les 60 secondes et pas qu'il y ait de perte de puissance en fin d'effort. Et je ne veux pas non plus que tu puisses, si tu le voulais, taper un sprint à 300 watts plus haut sur les 10 dernières secondes. Il faut vraiment que ce soit un effort qui soit proche de la limite. Donc ça, il faudra que tu le jauges après le premier entraînement pour trouver un petit peu les watts qui te conviennent là-dessus. OK, ça marche. Des efforts... Donc, ça fait 2 sessions par jour, on est d'accord 2 sessions par semaine. Oui, par semaine. 2 sessions par semaine. Tu peux pousser une troisième séance de haute intensité.
Dans ton cas, je te dirais certainement du travail de type VO2 max qui peut être intéressant, mais déjà, c'est reparti. Donc, je disais, oui, donc c'est des efforts de haute intensité, mais soutenus. Donc là, Alex, sur la partie capacité, on passe sur des efforts un peu plus longs, 60 à 90 secondes. Ce n'est pas du supramaximal du coup, okay, ce n'est pas comme les sprints qu'elle va faire sur la première séance ou que toi, tu vas faire. C'est plutôt sur des efforts un peu plus prolongés, mais encore une fois, à intensité quasi maximale. Qui vont l'aider à développer sa puissance max. Donc là, on va vraiment chercher le haut de la pyramide, le très, très haut du tableau pour faire remonter son plafond de puissance. Et ensuite, Hello, l'étape suivante, ce sera de passer sur du travail de VO2 max pour, on va dire, valider tout ça et faire en sorte que déjà, il faut que tu aies la capacité de génération de puissance avant de pouvoir commencer à l'utiliser et l'exprimer dans un cadre de travail de type VO2 max. Donc, je pense que c'est le bon ordre dans lequel attaquer les choses. D'abord, puissance max. Ensuite, on reviendra après ces 8 ou 12 semaines, comme je l'ai dit à Alex, les 8 semaines que je vous ai mis là. Si vous n'avez pas le temps de tout faire en une semaine à chaque fois, vous pouvez échelonner un petit peu les choses et étendre un petit peu le programme sur 12 semaines au lieu des 8. Il n'y a aucun problème. Tu vois, donc, par exemple, une semaine, tu fais 2 hautes intensités, l'autre semaine, tu en fais une. Au final, si tu fais ça sur la durée, ça va très, très bien aussi. Ça te donne plus de temps au niveau des adaptations. Donc, ce n'est pas nécessairement un souci. Au niveau des tests références, ce sera bien d'avoir ton premier entraînement en semaine 1 avec le 3 fois 60 secondes, de voir ce que tu as réussi à produire comme watts. Et ça, c'est quelque chose que tu peux refaire en semaine 8, 9, 10, 11, 12, en fin de cycle pour voir comment tu as pu progresser sur ce type d'effort. Peut-être prendre aussi ta fréquence cardiaque sur le premier effort ou les 2 premiers entraînements pour avoir une valeur de référence et comparer ça ensuite sur la fin de cycle. Et pareil, au niveau de ta puissance max sur le premier entraînement de type supramaximal, voir quel type de watts tu arrives à produire. Même paramètre que pour Alex. Donc, au niveau résistance, tu vas te placer sur un facteur de résistance qui va te permettre d'arriver entre 120 et 130 watts tours minute pendant ton effort maximal. Okay. Donc, à toi de jouer un petit peu avec la réglette aussi et de trouver ce qui te conviendrait. Comme je t'ai dit, Alex, il sera sûrement aux alentours des 130, 140, 150. Pour toi, c'est peut-être plus commence entre 70 et 90 et regarde ce que ça te permet de faire comme effort. Mais il faudra jouer un petit peu, quitte à essayer quelques réglages différents sur ta première séance de sprint supra-maximo pour voir ce qui te convient le mieux. Ok, ça marche. Je te préviens, les séances capacité, elles sont dures. Okay, ce n'est vraiment pas des séances qui sont chouettes. Ça n'a pas l'air, ouais. Il va falloir t'accrocher et il va falloir y aller. Allez, ça marche. Par rapport à Hello, je sais que dès qu'elle monte un petit peu dans les tours, donc on va parler BPM parce que pour l'instant, on n'a pas encore de référence en watts, elle a tendance à paniquer un petit peu par rapport à sa respiration. Okay, à mon avis, c'est pour ça, c'est une hypothèse, que sa capacité de sprint, elle n'est pas développée parce que dès qu'on monte dans une certaine intensité, psychologiquement, il n'y a plus personne. Okay, ça fait des sortes de… Parce que j'ai déjà eu ça, des espèces de crises d'angoisse, entre guillemets. Absolument. Donc, moi, je l'ai déjà eu ça quand j'étais… Une fois, toi. Ouais, je l'ai eu plusieurs fois. Et je l'ai eu quelques fois quand je suis en compète. J'ai eu mes pressions, fatigue, trop de caféine, pas assez de sucre, truc à la con. Donc, est-ce que tu aurais peut-être 2-3 tips peut-être à lui et à nous donner? Parce que moi, maintenant, j'arrive à le repérer quand ça ne va pas, entre guillemets. Pour peut-être essayer de calmer un petit peu les choses ou alors pour prévenir ce genre de problème, quoi. Mais c'est plus respiratoire, quoi. Ouais, écoute, je pense que déjà, le fait de se focaliser sur la respiration à basse intensité, comme on a discuté avant, et de vraiment prendre conscience simplement de ce qui se passe au niveau respiratoire, c'est une bonne opportunité de le faire parce que tu n'as pas trop d'autres choses à gérer quand tu es à basse intensité. Donc, vraiment prendre son temps au niveau des respirations, apprendre à connaître ton corps au niveau mécanique, comment est-ce que tu respires, tirer ton diaphragme vers le bas, ne hausse pas les épaules. Et ça, c'est tous des trucs qu'on verra en détail dans la prog respiratoire qui suivra, je l'espère, d'ici 2-3 semaines, une fois que j'aurai reçu les outils. Et c'est des retours que j'ai déjà eu des quelques personnes avec qui j'ai pu travailler sur ce côté-là. C'est simplement en se focalisant un peu plus dessus et en faisant les exercices spécifiques, tu gagnes simplement en conscience et en contrôle et en coordination, ce qui fait que tu as moins de tendance à paniquer du fait que tu sais comment la gérer et tu sais pourquoi les choses se passent. Je pense que déjà réaliser le fait que
la panique, elle vient simplement de cette accumulation de CO2 et que si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, eh ben, tu vas paniquer. En général, tu vas hyperventiler, mais pas nécessairement avec des gros volumes. Donc, tu vas rester très ici. OK. Et ce qui veut dire que tu ne vas pas pouvoir complètement vider ce CO2 que tu as besoin de vider. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est, je dirais, commencer. Là par exemple, Alex, la progression que je lui ai mis pour les efforts supramaximaux, c'est les mêmes que les tiens. Donc, il y a un peu de variation. Mais Hello, peut-être commencer plutôt sur des 10 secondes et progresser vers des 15 secondes, progresser vers des 20 secondes en supramaximal, plutôt que de sauter du 20 à 10 au 30 à 20. Et donc d'y aller un petit peu plus linéairement en termes de durée de travail, simplement pour que tu puisses prendre l'habitude sur ces efforts de haute intensité à bien respirer profondément et vite, d'accord, et sentir que voilà, ta respiration, elle va s'emballer. Sur un effort supramaximal, c'est complètement normal, surtout quand ça commence à dépasser les 10 secondes, d'accord. Et donc, c'est à toi de simplement essayer de maintenir la meilleure coordination possible et d'essayer de la maintenir surtout pendant ton intervalle de repos pour faire en sorte que tu puisses récupérer le plus vite possible, mais sans raccourcir ta respiration. Okay, donc en général, c'est pas de l'activité que le cœur, que le souffle, il s'emballe. Hein. Exactement. Et donc, ce que tu veux, c'est que tu veux plus qu'il s'emballe parce qu'au final, c'est pas que ça va changer grand-chose parce que tu vas devoir respirer fort et vite, mais c'est simplement que tu vas en gagner le contrôle. Donc, commence à basse intensité, commence à inclure ça pendant tes temps de repos aussi, et progressivement, tu verras que même pendant tes efforts de haute intensité, tu vas gagner en contrôle et en conscience, et ça va te permettre, plutôt que d'être sous l'emprise de ta respiration, de simplement te dire, bah oui, là, je respire très, très fort et très, très vite, et c'est très, très inconfortable, mais c'est moi qui le maîtrise, et donc au niveau psychologique, ça aide pas mal en général. Ça marche. Okay. Ça a du sens? Ouais. Mais encore une fois, ça commence à basse intensité, ça se transfère ensuite sur les plus hautes intensités. Et donc, fais-le au mieux et quitte à se dire, voilà, une fois que j'arrive à bien gérer ma respiration sur les efforts et les récup pendant les intervalles de 10 secondes en supramaximal, je passe à 15 secondes. Et ainsi de suite. Quand tu te sens prête à passer à 5 secondes de plus, à 10 secondes de plus, tu le fais, mais en te disant que, en gros, c'est ta respiration et ton contrôle respiratoire qui va guider cette progression, dans le sens où une fois que tu as maîtrisé, une fois que tu sens que tu maîtrises ta respiration dans cet intervalle de temps, tu peux passer à la suite. Ça joue comme ça? Ouais, c'est parfait. Super. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Du coup, on a tout couvert, je crois. Moi, j'ai une question. Alors, ce n'est pas par rapport à nous deux, c'est suite au séminaire. Oui. Et puis, en fait, en parallèle, on m'a conseillé d'écouter le podcast d'un coach argentin qui est en Belgique, la Facundo. D'accord. Je suis capable de dire, qui bossait avec Chris Incho. D'accord. Et il expliquait, c'est juste pour avoir un avis, savoir si moi je peux le reproduire sur les athlètes. Il expliquait que Froning, par exemple, ne pouvait pas squatter parce qu'il avait des problèmes au genou pendant 1 an. Et du coup, il lui faisait faire uniquement de la puissance sur vélo, de la force et de la puissance sur bike erg. Probablement des protocoles comme tu viens de me donner. Et il expliquait qu'il n'avait pas forcément perdu en force. Okay. Donc, si je me repense sur le tableau que tu nous as donné sur les slides, et je l'ai imprimé là, par exemple, là, j'ai un gars, là, Stéphane, il a régulièrement des douleurs au genou. Et lundi, je lui ai fait tester la séance que je t'ai dit là, donc monter un certain wattage. Donc, on est à peu près pareil, donc moi je lui ai donné 600 watts, temps de récup, à la place de faire des back squats. Il a eu des plutôt bonnes sensations. Est-ce que c'est quelque chose que je peux reproduire relativement est-ce que je peux utiliser ce genre de méthode pour développer la force ou alors maintenir une force sur un athlète qui a des soucis au genou, par exemple? À mon avis, oui, jusqu'à un certain point. Par rapport à la séance que tu as faite, je conseillerais plutôt d'aller, encore une fois, si c'est applicable pour la personne et qu'il n'y a pas de risque au niveau blessure, de passer sur du supramaximal pour ce genre d'effort. Oui, parce que ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est un recrutement maximal, une intention maximale aussi. Et donc, sur des sprints supramaximaux avec des temps de soutien assez élevés, donc 20 secondes, 30 secondes, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut vraiment tout recruter et tout mettre en œuvre au niveau nerveux. D'ailleurs, après les 30 secondes, tu verras que les jambes, elles ne tournent pas exactement comme tu souhaites qu'elles tournent. Ouais. Donc, tu as vraiment tout recruté, tu as tout mis à l'œuvre. Donc, à mon avis, c'est une bonne manière. De combler ce manque s'il n'y a pas de possibilité de squatter lourd. Je pense que la question de transfert, elle est un peu comme surtout, c'est un spectre dans le sens où arrivé à un certain niveau, c'est clair qu'il
il va falloir faire du travail de force pour continuer à maintenir ta force max. Mais si je prends mon exemple, par exemple, quand je faisais de l'haltéro et je faisais jamais vraiment de deadlift, mais par contre, voilà, je faisais des tirages à 130, à 140 kilos et j'ai pu tirer à 180 kilos quand j'ai voulu essayer, simplement parce qu'à mon avis, le travail de puissance avait un très, très bon transfert au niveau de la force. Est-ce que j'aurais pu monter plus haut si je faisais du deadlift lourd souvent? Certainement, tu vois. Mais tu peux quand même maintenir un haut niveau de force et de rendu de puissance sans nécessairement avoir des charges très, très lourdes, simplement avec une intention de mouvement et de puissance maximale. Ça, j'en suis convaincu. Mais après, c'est comme se poser la question, est-ce que Usain Bolt, s'il squattait 20 kilos de plus, est-ce qu'il courrait plus vite? À ces niveaux-là, c'est clair que tu as une tendance qui est en général négative, dans le sens où squatter plus lourd, ça veut dire courir moins vite, parce que déjà, ça veut dire que tu perds du temps de course parce que tu squattes plus. Et à ces niveaux-là, tu sais que tu n'as pas vraiment le choix, il faut rester super spécifique. Donc voilà, faut juste faire gaffe sur à quel point on veut faire ce transfert. Mais à mon avis, c'est la deuxième meilleure solution si quelqu'un ne peut pas faire de squat lourd, de les faire du travail supramaximal sur un vélo. C'est extrêmement intéressant comme travail à mon avis. C'est le travail que j'utilise avec mes clients, monsieur et madame tout le monde, parce que c'est extrêmement sûr comme travail aussi. Tu as moins de risques de faire du supramaximal sur un vélo que de mettre une barre lourde sur un dos, par exemple. Et donc, à mon avis, c'est du travail qui est super intéressant et qui, oui, peut être substitué pour du squat à certaines périodes selon les focus, peut-être même pour décharger un petit peu au niveau systémique. Je pense que ça peut être très intéressant. Ça détend le système nerveux. Je ne fais pas avoir une barre, mais… Ça change le stimuli, tu vois. C'est comme faire de l'unilatéral plutôt que du bilatéral pour certaines phases. Décharger un peu au niveau axial et sagittal et puis passer sur autre chose. Donc, encore une fois, on en revient un peu aussi à l'idée du meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as jamais eu. Et si ce n'est pas du type de travail que la personne a fait, mais qu'elle a fait beaucoup de squats, pour un mois ou deux, faire un peu moins de squat et un peu plus de sprint et ensuite revenir sur du squat plus tard, je pense que la personne n'aura pas perdu grand-chose et potentiellement aura libéré un petit peu de place pour du développement futur. Ok, est-ce que j'ai d'autres questions? Ouais, par rapport au… Je suis quand même… je suis curieux sur plein de trucs. Donc, facteur de résistance sur mon sprint, 140 en 50, je vais tester ça. Parce que moi, je suis juste à la réglette sur le côté. Ça te permet juste d'avoir un transfert d'une machine à l'autre. En sachant que si tu règles un 5 sur la machine A et un 5 sur la machine B et que tu checkes le facteur de résistance, selon l'âge de la machine, son usure, la poussière, etc., tu n'auras peut-être pas exactement la même résistance. Et donc, le fait de te caler sur le facteur de résistance, ça fait que quand tu peux changer de machine et tu peux trouver exactement le même niveau de résistance par rapport au réglage. En VO2, je garde le même facteur de résistance qu'en sprint ou je le baisse un petit peu? Alors non, tu vas vouloir l'ajuster pour, à mon avis, sur des 120%, tu vas vouloir être entre 85 et 100 RPM, je pense, sur tes intervalles de 30 secondes. Donc là, tu vas régler la résistance en fonction de ce qui te permet d'atteindre les 300 watts autour des 90 RPM, en gros. Ok. Moi, je sais déjà. Ok. Bim. J'ai vu que tu avais ajusté aussi par rapport au… Où est-ce que je l'ai vu? Ah ouais, c'est là. Rameur, biker, gasso-bike, ok. C'est des grossières estimations. Ok, en sachant que ça peut changer beaucoup plus d'une personne à l'autre. Donc, c'est des grossières estimations qui ne sont pas toujours correctes. Parce que moi, je sais que là, on parle de BPM, mais en course, comment tu le connais, le BPM? Là, c'est par rapport à ton BPM ici, en fait. Ouais, mais en course, comment tu… Élodie ne sait pas courir du tout. C'est-à-dire que quand elle court, le cœur monte à une vitesse assez phénoménale. Et c'est le cas pour beaucoup de monde, je te rassure. Et donc, c'est pas chouette non plus, mais c'est encore moins chouette, Alex, que de faire du vélo lentement. C'est qu'il faut courir très, très, très lentement. Ah, mais c'est presque… je vais plus vite en marchant, quoi. C'est presque de la marche arrière, on est d'accord. Hier soir, non pas hier soir, mercredi, j'ai posté un podcast avec un jeune homme qui s'appelle Jameson Plus, qui a gagné l'Ironman de Saint-Georges en U24. Il a 22 ans. Et il parlait exactement la même chose quand il a changé de coach. Lui, il courait sa zone 2 à 4,30 par kilomètre et il a changé de coach et le coach lui a fait redescendre à 7 minutes au kilomètre. La marche. En gros, c'était de la marche et ça lui a pris 2-3 ans pour revenir maintenant. Et maintenant, il fait vraiment de la zone 2 à 4,30, 4,40.
Mais il est dans sa zone 2, alors qu'avant, il ne l'était pas du tout. Donc, je pense qu'il faut prendre une belle pilule de, comment dire ça, de humble pill. Et il faut vraiment soit partir pour de la marche avec un sac à dos, parce que je pense que ça peut être sympa à faire aussi. Tu vois, tu mets un petit peu de lest et tu pars pendant 1 heure ou deux. Ça, c'est une bonne alternative, en fait. Mais après, quand tu veux passer sur de la course à pied, il faut vraiment, vraiment commencer très, 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 très doucement. Et il faut vraiment prendre son temps, quoi. Mais je pense que déjà, tu vois, là, tu n'as pas nécessairement besoin de beaucoup de basse intensité sur le vélo, vu que tu as un bon développement relatif par rapport à ton max. Donc, je te dirais, mets à profit peut-être ces zones 2 en course à pied. Dis-toi, je vais faire 2 fois, même 20 minutes au début, à très, très basse allure. Essaie de garder, en gros, ton cœur le plus bas possible sans marcher. Et regarde l'évolution de ces séances sur 3-4 mois. Je ne serais pas surpris de voir que ta fréquence cardiaque, elle baisse de manière assez drastique si tu arrives à rester assez lente sur ta course à pied, en fait. Mais en général, ça va vouloir dire… Alex, tu iras marcher avec elle et puis elle courra à côté. Il a dit lester, par contre. Oh, c'est pas bon. Il a dit lester, par contre. C'est pas bon. Non, mais ça sera ça. Mais ouais, ok, ça marche. Non, parce que c'est vrai qu'on le voit en WOD, certains, dès qu'il y a de la course, ils vont récupérer pendant leur course. Sauf que moi, mon rythme cardiaque, il augmente, mon souffle, je le maîtrise plus trop. Voilà. Et j'ai super fatiguée, quoi. Alors, une bonne manière de, pas garantir, mais t'assurer au mieux que tu peux de rester en zone 2 en course à pied, c'est de respirer en 4-4. Donc, encore une fois, 4 respirations sur 4 pas sur l'inspiration, 4 pas sur l'expiration. Et donc, ça te force à rester à des fréquences respiratoires qui sont bien basses et donc, en général, pas loin de ta zone 2, tant que tu n'es pas en train de t'asphyxier et essayer de vraiment courir trop vite en hypoventilant. Il faut que tu sois confortable en 4-4, en gros, et ça va te donner une bonne indication de où tu te trouves en termes d'intensité. Encore une fois, comme on l'a dit au début, prends une mesure concrète au départ. Donc, par exemple, pose-toi sur un air runner si vous en avez un à la salle, à une intensité donnée. Donc, même pas un truc trop élevé, du 9 km/h, du 10 km/h. Fais-toi, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes en continu avec tes BPM qui sont mesurés avec la ceinture. Et tu refais cette même vitesse, cette même durée, dans les mêmes conditions dans 2-3 mois pour voir les différences que tu peux voir. Là, j'ai une athlète avec qui j'ai bossé en rameur, qui a fait son profil, qui a fait les entraînements. Vous la verrez, je l'ai posté en story là, juste avant notre appel. Et sur quasiment tout le spectre d'intensité en rameur, elle l'a fait. Et elle a entre 15 et 20 battements de moins pour des watts donnés. Et ça en 8 semaines. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de travail, de beaucoup de temps pour voir des changements importants si le travail est bien calibré. Et ça, c'est surtout le cas pour la basse intensité. Donc, voilà. En gros, il faut que tu aies honte d'aller courir quand tu vas courir. C'est vraiment ça. Et faut que tu aies encore plus honte. Okay, ça marche. Et je pense que ça peut, mais ça va vraiment faire des choses intéressantes sur la durée. Allez, on va essayer ça. Bon, au top. Génial. C'est sur Insta, c'est la Tiac Tiac, c'est ça? C'est Léa Reyes. Je ne sais pas ce que c'est son. Je suis désolée, moi, il faut que je vous laisse. J'ai rendez-vous. C'est une amie de Sabine. Ok. Bon, Si tu avais encore des questions. Non, je n'ai pas de questions. On va attaquer là et de toute manière, on est le combien là? On est le 10 juin. Début juin, début août. On pourra, à mon avis, peut-être faire un point mais en août et après on verra. De toute façon, on se voit en septembre. Hein. Ouais, on se voit en septembre. Mais du coup, après la semaine 8, on enchaîne encore sur 4 semaines. C'est bien ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tu peux allonger un petit peu la progression et espacer un petit peu les entraînements et faire la progression sur 12 semaines plutôt que 8. Soit tu l'as fait 8 en format, on va dire, condensé. Après ça, on partirait sur un bloc différent, à mon avis, une fois que tu as bien exploité ce côté-là. Après, c'est comme toujours, hein, on sait que les adaptations, ça prend du temps. On sait que d'une personne à l'autre, ces choses-là peuvent changer à différents rythmes. Donc, si par exemple, après tes 4 semaines de 30-15, tu sens que tu peux encore pousser un petit peu, faire encore 2-3 séances et rester sur cette dynamique-là, tu n'as pas besoin de passer à la semaine 5 et au bloc en continu. Donc, tu peux aller un peu plus loin, pousser cette progression un peu plus loin, pousser 5 à 6 semaines sur le même type d'entraînement et ensuite faire la transition sur le prochain bloc. Donc ça, je te laisse voir à la semaine 4 comment tu te sens. Si tu sens que tu es déjà à la limite, tu peux passer à la suite. Si tu sens que tu es encore un petit peu sous le pied et que tu peux refaire, que tu aimes bien ce format 30-15,
je t'encourage à faire 1 ou 2 semaines de plus. Ok. Moi, je vous laisse. Merci beaucoup. Oui, Merci ciao Hello, beaucoup. à tout bientôt. À bientôt. Bouffer, du coup. Ouais, je suis chez le kiné. Ok, alors bon kiné. Merci. Ok, Sean, pas de souci. Ok. On va s'y mettre très carré et puis voilà, quoi. Génial. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos entraînements si vous avez des questions au fur et à mesure ou autres. C'est possible que des fois, il faille calibrer un petit peu les intensités, par exemple sur les 30-15. Bien noter ton ressenti sur la séance globale. Et voilà, le but, c'est de passer du temps proche de VO2 max. Donc, si tu sens que voilà, ce n'était pas très, très dur en fin de compte, même sur la deuxième partie du bloc, par exemple, la première, tu vas faire des 10 répétitions. Si sur les 5 dernières, ce n'était pas si dur que ça, peut-être qu'il faut monter un petit peu les watts de travail, par exemple. Ça, c'est possible. Okay. Donc, ça, n'hésite pas à communiquer avec moi là-dessus. Et puis, je vous envoie les vidéos de référence pour l'ajustement des sprints, etc. Et puis, voilà, si vous avez d'autres questions, je reste à votre dispo. Et puis, on se voit le 3 septembre. J'en ai une dernière question. Alors, je me suis permis de faire, de prendre la fiche de calcul que tu nous as envoyée. Mm-hmm. Et j'ai fait plein de copies et j'ai fait différents tests à mes athlètes. Et comme ça, moi, j'ai envie de leur… donc, j'utilise forcément le tableau Training Zone. Ouais. Et dans 2 semaines, je vais commencer à faire des cycles d'endurance. Et du coup, je vais prendre en référence le tableau. Est-ce que tu me permets de l'utiliser ou pas? Ce tableau-là ou lequel tu dis sur la fiche? Non, celle que tu nous as envoyée à tout le monde pour le séminaire. Ah oui, elle est là pour être utilisée, c'est clair. Ouais. C'est gentil de demander, mais plus de monde, plus il y a de monde qui l'utilise. Ouais. Vas-y. Je vais m'amuser avec ça. Comme ça, chacun, là, ils ont tous fait leur test. Donc, j'ai 30 bonhommes qui ont fait leur test 3 minutes et 12 minutes. Ouais. J'ai rentré, j'ai imprimé, je leur ai donné. Et comme ça, je vais m'amuser à dire voilà, en zone 2, vous mettez à 30%, en zone 4, 5, on va faire ça. Ouais. Le lundi, on va faire de la VO2, le track. Après, c'est pas individuel, mais ça permet d'avoir un peu plus de précision dans certains entraînements parce qu'en CrossFit, il y a beaucoup de bourrin quand même. Beaucoup de. On est d'accord. Tu parles en connaissance de cause, Alex. Ouais, mais pas forcément pour moi, mais voilà, il y a plein de trucs chelous et j'aime bien avoir des choses de référence comme ça, carré. Dis voilà, maintenant on va bosser ça, vous allez bosser ça. Ils ont déjà tous un cardio-fréquence-mètre, donc super. Pour essayer de s'accrocher à quelque chose. Et maintenant qu'on peut parler en watts sur les bikes, ce genre de choses, on va pouvoir rigoler un petit peu. Ouais, et un truc qui peut, je pense, être intéressant si tu commences à prendre cette approche un petit peu plus structurée, c'est de leur faire un test progressif comme on a fait nous, parce que ça te permet de voir justement les différentes, alors sans nécessairement tout le matériel de test, mais simplement avec le cardio-fréquence-mètre, parce que ça te permet de voir en fait différents développements à différentes intensités. Par exemple, si je sors le graphique de Léa sur les différences cardiaques qu'elle a pu voir en 8 semaines, quand tu prends la courbe cardiaque en bleu qui était celle du premier test il y a 8 semaines et en rouge qui est à intensité équivalente après 8 semaines d'entraînement sur son protocole individuel, les différences, elles sont flagrantes quand même. Et elle complète 2 paliers de plus que sur le premier test et tu vois des différences de 15 à 20 battements sur chaque intervalle. Et donc, elle termine à combien, par exemple? Là, sur le rameur, elle avait fini à 170 watts sur le premier test et là, elle a fini le palier à 190 watts. D'accord. Ah putain, ouais, quand même. Ok. Ouais. Et donc, d'avoir un test comme ça où tu as des paliers, et je pense vraiment que le 4-1, c'est bien parce que ça te fait, en gros, ça te fait déjà une séance d'1 heure à peu près. Donc, pour un athlète, ça te fait une séance complète. Ça te permet de… Et je t'envoie aussi la vidéo par WhatsApp. Je la mets aussi dans la description pour ceux qui sont intéressés. La vidéo sur comment faire un test intermédiaire. En gros, toi, prendre tes données cardiaques sur ce test-là avec le logiciel que moi j'utilise, simplement parce que ça te permet de, comme j'ai fait là sur le graphique, de mettre côte à côte des données et de comparer de manière assez précise. Donc, il faut juste que tu trouves quelqu'un dans ta box qui maîtrise bien Excel et ils te font ça en 2-2. Et après, ça te permet d'avoir un suivi sur la durée de tes athlètes à différentes intensités aussi. Tu vois, parce que là, sur la fiche de test que tu as utilisée, 3 et 12 minutes, tu as leur puissance critique, tu as leurs zones d'entraînement qui sont bien estimées.
mais après, tu n'as pas nécessairement une corrélation puissance et physiologie. Alors que si tu ajoutes la fréquence cardiaque aux différentes intensités, eh ben, ça te permet d'avoir ces valeurs-là. Tu vois. Et après, dis-moi. Vas-y, je t'écoute. Si tu veux un coup de main sur comment, en gros, calibrer ces tests 4-1 pour différents profils, parce que comme tu l'as vu, pas tout le monde commence à la même intensité, et ben, en fait, tu vas le faire par rapport à leur puissance critique. Donc, tu as calculé leur puissance critique avec le 3 et le 12 minutes. Et en gros, la puissance critique, en général, moi, je vise le 8e palier à peu près. Donc, le 8e palier, ça devrait être leur puissance critique. Et après, leur point de départ, ça va dépendre de leur niveau, mais ça va être en général entre 0,6 et 1 watt par kilo selon le niveau. Donc, s'il y a des personnes tu vois, par exemple, toi, tu as commencé à 100 watts, donc tu étais aux alentours de 1 watt par kilo. Tu fais 90 kilos. Hello, elle a commencé à 70 watts aussi. Et elle est à 65 kilos, là, du mètre. Voilà, donc pas loin de 1 aussi, tu vois. Donc, je pense que 1 watt par kilo comme point de départ, c'est pas mal. Et on doit terminer au 8e à peu près à la puissance critique. Alors, le 8e sera la puissance critique. Et en général, les gens ils vont aller 1 à 2 intervalles en dessus. Donc, en général, ils vont finir autour de 10 intervalles, ce qui est ce qu'on voulait au départ. Et voilà, en gros, tu vas avoir tes 10 intervalles pour chaque personne. Et après, ils ont leur watt propre à eux pour chaque intervalle. Et quand ils font le retest, ils font exactement les mêmes watts sur la même machine. Et tu peux comparer les fréquences cardiaques et voir le développement sur la durée. Tous les combien tu conseilles tous les 8, 12 semaines de tester ça? Ça dépend ce que tu attends comme progression. Et donc, voilà, si quelqu'un progresse très, très vite, tu vas vouloir faire un retest après 8 à 12 semaines. Si quelqu'un prend plus de temps pour se développer, peut-être 4 à 6 mois, ça peut être un bon temps de test-retest. OK. Bon, je note tout ça. Et puis pour avoir on en a parlé pendant le séminaire et on en reparlera en septembre quand je serai chez vous. Mais si tu veux voir des exemples d'entraînement zone 3, zone 4, j'ai écrit une progression pour 2 athlètes récemment, Thomas et Gauthier, qui sont par chez toi d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qui sont aux alentours de Marseille. Et j'ai fait une vidéo avec eux sur la chaîne aussi sur justement leur profil. Et donc, il y a toute la progression zone 3, zone 4 qui est détaillée. Donc, peut-être pour certains de tes gars, ça peut être intéressant de repartir avec ça. Carrément. OK. Bon, on va commencer à bosser alors. Génial. Merci beaucoup, Sean. De toute manière, on se tient au courant pour ta venue. Après, il n'y a rien de ouf. Tu viens en voiture, tu débarques à la maison et on n'en parle plus, quoi. Génial. Après, voilà. Je vais commencer à partager le lien à certains de mes coachs et amis coachs. Comme ça, on passe ça rapidement. Oui. Et tu me dis si jamais tu veux faire sur samedi ou dimanche, ou samedi et dimanche, ou un séminaire samedi, un séminaire dimanche. Tu verras, j'ai un grand espace en haut de 300 mètres carrés qui est à ta disposition. Donc, en fait, tu fais ta vie. Voilà. C'est génial. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que… Alors, partage à tes coachs ce week-end. Dis-leur de s'inscrire rapidement. On est d'accord, en dehors des 3 places qui sont pour toi. Et parce que les 3, je les ai déjà enlevés. Donc, comme ça, tu me diras simplement qui c'est qui vient. Et puis, lundi, moi, je publie le lien et je le partage sur ma newsletter. Et donc, si on remplit rapidement le samedi, on peut se dire qu'on fait aussi le dimanche et on rajoute une date. Et sinon, on reste sur samedi et après test dimanche. Sinon, samedi, dimanche, séminaire et test lundi et peut-être mardi. Tu as beaucoup de demandes dans le sud, là? À Toulouse, le samedi à Toulouse, c'est rempli en 2 jours. Et là, il me reste encore des places pour le dimanche, mais vu que c'est octobre, il y a le temps de remplir ça. Et j'ai déjà une journée complète de testing aussi à Toulouse. Donc, il y a pas mal de demandes. Bon, OK. Parfait. On croise les doigts pour que ce soit une réussite comme à Strasbourg et à Toulouse. J'en doute pas. Merci, Alex. Merci, Sean. On se tient au courant. J'attends tes liens que tu dois m'envoyer sur WhatsApp. Et comme ça, j'ai de quoi écouter pendant mes super cardio longs. Tu auras de quoi faire. Allez, ça joue. Merci beaucoup, Alex. Sean. Salut. Bonne journée. À plus. Ciao.